Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de type sélection dans laquelle je vais vous présenter 5 montres et il s'agit de montres qui me plaisent vraiment et que je pourrais acheter dans un futur assez proche. Alors pas forcément toutes, mais à l'heure actuelle ce sont vraiment des montres qui me font de l'œil. Alors, je ne me suis pas fixé un budget précis pour cette vidéo puisque les montres qui me plaisent, elles sont un petit peu à tous les budgets, mais ça va entre 1200 euros et 7500 euros pour la plus chère. Pareil, je ne me suis pas limité à un seul type de montre puisque beaucoup de types de montres me plaisent. Donc il y a de la plongeuse, il y a de la GMT de terrain, il y a de la montre d'aviateur et il y a du chronographe. Donc il y a un petit peu de tout et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous présenter ces 5 montres pour que ça puisse éventuellement vous donner des idées et ça répondra à la question pour ceux qui me posent souvent quelle est ta future montre. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la première montre de cette sélection. La première montre de cette sélection, il s'agit de la Yema Superman Heritage Special Edition. Alors j'avais déjà par le passé dans ma collection une Yema Superman Heritage Blue, mais je l'ai vendue parce que comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, elle n'avait pas de marqueur de luminescence à 12 heures dans la lunette et pour moi c'est un point qui est obligatoire sur une plongeuse. Donc voilà, c'est le détail qui a fait que je m'en suis séparé. Également ça m'a permis de financer d'autres achats. Mais voilà, à l'heure actuelle ça me manque de ne pas avoir de Yema Superman dans ma collection parce que c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Ça fait un moment que j'ai envie de réavoir une Superman et déjà avant que je vende la Heritage Blue, j'avais envie d'avoir une Superman avec un cadran noir. Celle-ci en plus, la Special Edition, je la trouve très cool parce qu'ils ont remplacé le SW200 qu'il y avait à l'époque par un ETA 2824-2 de grade élaboré, ce que je trouve vraiment sympa, original puisque de nos jours le 2824 on ne le trouve plus dans les montres neuves, enfin en tout cas il y en a très très peu. En fait, le Swatch Group limite la production de ETA aux montres du groupe Swatch. Et en plus de ça, le 28-24, il n'est plus emboîté. Hein. Maintenant, ce sont des Powermatic 80. Donc, dans quelques montres encore, on retrouve des 28-24, notamment une Tissot dont je vous avais parlé il y a peu de temps dans un des shorts. Mais c'est quand même relativement rare, donc j'aime bien cette particularité. Au-delà de ça, la Superman, c'est une montre que j'apprécie vraiment parce que c'est la plus mythique des plongeuses françaises. Elle a un boîtier caractéristique avec son bloc lunettes, cette lunette assez fine, graduée de 0 à 60. Enfin, elle a quand même des éléments assez marquants, hein, notamment aussi ce que j'aime beaucoup, c'est sa polyvalence. Elle est élégante pour une tool watch quand même assez chouette, notamment grâce à sa tranche de carrure vraiment fine, ce qui fait qu'au poignet, elle ne fait pas du tout son épaisseur. D'ailleurs, au niveau des dimensions, donc c'est une montre en acier inoxydable 316L. Elle a un diamètre de 39 mm, 48 mm de corne à corne, donc c'est un diamètre relativement petit. Mais comme on a un corne à corne de 48, ça fait tout de suite une montre qui a une belle présence au poignet. Alors on peut aussi la prendre en 41 mm, mais très franchement, je vous déconseille fortement d'acheter cette montre en 41 mm. Vous perdez la cohérence de la taille dans laquelle elle a été conçue. Donc je trouve ça, et puis c'est beaucoup trop long sur le poignet, enfin c'est vraiment pas beau. Donc voilà, même si vous avez un gros poignet, moi je peux que vous conseiller la 39 mm. C'est beaucoup plus intéressant je trouve d'avoir cette montre en 39. Bref, donc on a une épaisseur de 13 mm avec le verre bombé, double dôme hein, qui fait quand même 2,6 mm d'épaisseur. Donc sans le verre on est à 11 mm, avec on est à 13. On a un entrecorne de 19 mm, alors oui c'est chiant pour changer de bracelet. Après, maintenant, ça se trouve dans toutes les tailles, les bracelets. Et puis, de toute façon, elle est vendue sur un métal. Et personnellement, moi, le métal, ça fait toute l'année, donc ça me va. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a des cornes percées. Et ça, c'est vachement bien pour pouvoir changer facilement de bracelet. Elle est étanche à 300 mètres. Hein, c'est une des premières montres étanches à 300 mètres. Alors, là encore, il y a un petit débat sur l'année de sortie de cette montre. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que ce n'est pas la seule marque où c'est un peu ambigu sur l'année de sortie. D'après les mots même de William Germain, je crois, oui c'est ça, qui était passé en entretien sur la chaîne de mes amis Jérémy Aurel, donc la chaîne Parlons Montre. Il avait lui-même dit
C'est donc le directeur de marque de Yema qui avait lui-même dit qu'elle serait plutôt sortie en 67, ce qui serait assez cohérent puisque les modèles suivants de la première sont plutôt sortis à la fin des années 60. Donc c'est étonnant qu'il y ait eu autant de temps entre la toute première et la deuxième et qu'ensuite ça se soit enchaîné quasiment tous les ans. Celle dont s'inspire cette spéciale édition, celle que réédite cette montre, c'était une Superman de la fin des années 70. Donc elle a un verre saphir double dôme, comme je l'ai dit, 2,6 mm d'épaisseur. On a un état 2824-2 en grade élaboré, donc avec 25 rubis, une fréquence de 28 800 alternance, 38 heures de réserve de marche. Alors techniquement, c'est pas terrible d'avoir que 38 heures en 2023. Après, moi, dans mon utilisation, ça ne change pas grand-chose parce que quand je porte une montre, c'est soit pendant plusieurs jours d'affilée, mais quand je la pose, par contre, là, c'est pendant plusieurs jours aussi. Donc que ce soit 38 ou 72 heures, ça ne me change pas grand-chose pour être très honnête avec vous. Et puis au niveau de la précision, comme on est sur un grade élaboré, on est entre plus ou moins 7 secondes par jour en moyenne. Donc c'est tout à fait satisfaisant au prix de 1199 € pour cette icône française qui reste assez abordable même aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt bien. La deuxième montre de cette sélection, c'est tout simplement la toute nouvelle Seiko Prospex Alpiniste GMT, référence 377 J1. Alors, si vous me suivez depuis un moment, j'avais déjà une Seiko Alpiniste dans ma collection, mais je l'ai vendue parce qu'elle m'a saoulé avec ses problèmes de précision. Et puis j'ai vraiment eu une période où j'avais beaucoup de mal avec Seiko, à cause notamment de cette précision, mais aussi des problèmes d'assemblage. Et donc les alignements entre l'index à 12 heures, le réo et la lunette sur les plongeuses notamment qui est assez mauvais, et aussi les jonctions entre les bracelets métal et les cornes que je trouve toujours un petit peu mauvais. Bon, là, pour le coup, on n'est pas sur une plongeuse, donc j'espère quand même que la lunette sera bien alignée avec le reste. J'espère aussi que la précision sera bonne, mais voilà, j'ai envie de tenter le risque parce que je trouve cette Seiko Alpiniste absolument magnifique. L'Alpiniste, c'est une gamme historique de Seiko qui a maintenant plus de 60 ans. Depuis 2 ans, ils ont réédité l'original de l'Alpiniste de 1959. Moi, je suis un peu moins fan parce que pour le coup, elle fait beaucoup plus habillée, un petit peu moins montre de terrain pro. Mais bon, chacun ses goûts. Moi, j'aime vraiment la version actuelle, tout simplement. Surtout dans cette nouvelle version GMT qui corrige certains problèmes que certaines personnes critiquent de la version 3 aiguilles date classique. Alors moi, si j'aime beaucoup l'Alpiniste, c'est tout simplement pour ce boîtier que je trouve très très polyvalent. On est sur du 39,5 de diamètre avec un corne à corne de 46,5, une épaisseur de 13,6 pour un GMT, c'est tout à fait correct, sachant que elle est quand même étanche à 20 bars, donc ça plus le GMT, c'est logique qu'elle ne soit pas fine non plus. Mais malgré tout, je trouve qu'elle est vraiment très belle avec ce brossé, avec ses chanfreins, ses polis. On a notamment du poli à l'intérieur des cornes, ce qui est quand même une belle particularité. On ne l'avait pas, il me semble, sur ma SPB 199J1. Donc ça, c'est très chouette. Et puis j'aime beaucoup le GMT. En plus, ça tombe bien, j'ai pas de GMT dans ma collection. Alors, il me semble que c'est pas une vraie GMT. J'y reviendrai là-dessus si je l'achète, hein, je vous expliquerai. Mais bon, peu importe, moi c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire parce que moi le GMT, j'en aurais pas spécialement besoin plus que ça. Mais je trouve que ça marche très bien. Donc elle corrige le cyclope qui était critiqué sur la 3 aiguilles date. Puisque maintenant on a une date qui est très bien intégrée à 4h30 dans un petit guichet rond avec le fond qui est de la couleur du cadran, ça c'est vraiment top. J'aime beaucoup le 12369 en chiffre arabe. J'aime beaucoup, enfin c'est vraiment le type d'aiguille que je préfère, hein, les cathédrales comme ça. La trotteuse a une forme très jolie aussi. J'aime beaucoup les éléments rouges sur ce cadran bleu soleillé, donc le GMT, l'aiguille GMT comme ça en rouge et également le rappel sur le nord sur la boussole. Et puis bien sûr aussi particularité de l'alpiniste, c'est cette couronne à 4 heures qui permet de faire bouger cette boussole interne. Voilà, c'est vraiment une montre de terrain, elle porte un très bon nom je trouve, très lié, enfin c'est très cohérent. Voilà. Elle s'appelle Alpiniste, montre de terrain.
étanche à 200 mètres. Enfin, c'est génial quoi cette montre. Et cette lunette comme ça, en acier brossé, je trouve que c'est très très sympa. On a un entrecorne de 20 mm si on veut changer le bracelet, parce qu'effectivement je pense que de base il est relativement cheap. On est sur une montre étanche à 200 mètres. On a un verre saphir bombé, c'est ce qu'ils disent sur leur site internet. Il me tarde de voir ça, puisqu'il me semble qu'il était plat moi sur mon alpiniste. Mais bon, il est anti-reflet. Au niveau du mouvement, on a un Seiko 6R54, donc c'est la nouvelle génération de 6R. Alors le 54 c'est pour le GMT, mais on est sur la nouvelle génération de 6R qui est une réserve de marche de 72 heures alors qu'il était 70 heures jusqu'à avant. Bon voilà, on est toujours sur du 24 rubis à 21 600 alternances par heure avec une précision comprise entre moins 15 et plus 25 secondes par jour. Donc c'est vrai que les tolérances sont très larges, notamment comparées à la Yema, mais j'espère réellement que ça sera mieux parce que j'ai été très déçu de la mienne à cause de ça. Et j'espère vraiment, je suis prêt à reprendre le risque, j'espère vraiment qu'elle marchera très bien et que ça me redonnera une plus belle image de la marque que je n'ai eue. Mais vraiment, c'est une masterclass en termes de design, je trouve, cette nouvelle alpiniste. Et bien la suivante, on reste encore une fois chez Seiko, mais on passe à une gamme de prix bien plus élevée. On est à 3200 € sur la Seiko Prospex Marine Master 300. Enfin en tout cas, bon, elle est maintenant dans la gamme Prospex, mais c'est originellement la gamme qui s'appelle Marine Master 300 parce qu'elle est étanche à 300 mètres et c'est donc la référence SLA 023 qui possède donc une très belle couleur bleue sur le cadran et sur sa lunette. Donc là, on est sur un engin, c'est-à-dire qu'on est sur une vraie montre de plongée monobloc massive avec un beau polissage Zaratsu sur les flancs de la montre, très particulier, très massive. On est sur du 44,3 mm de diamètre avec un corne à corne de 50,5 mm, on est à 15,4 d'épaisseur. Bon, c'est un peu les mêmes dimensions finalement que ma Fita Aeronautics China Space Station, donc je sais ce que ça donne au poignet. Là, alors c'est vrai qu'on n'est pas sur un chronographe, donc c'est très très épais, 15,4 pour 300 mètres, mais je pense que réellement elle est étanche à plus de 300 mètres parce que c'est quand même un monstre, mais c'est très très beau. Par contre, c'est vrai que les éléments qui me gênent sur cette montre, c'est le bracelet métal. On le voit même sur la photo de Seiko qu'il y a du jeu entre les cornes et le bracelet. Enfin, c'est toujours un petit peu énervant de voir ça. Mais cette gamme 300 mètres de chez Seiko, elle a une vraie histoire. Elle a débuté en 1968 avec leur deuxième montre de plongée, leur première vraie montre de plongée pour le coup. Et elle continue jusqu'à aujourd'hui avec cette montre-là. Qui est très très impressionnante. On a un 20 d'entrecorne et ça c'est plutôt bien parce que si en plus de ça on avait un bracelet très large, ça rendrait la montre ultra massive, ultra lourde au poignet, déjà qu'on est à plus de 220 grammes là-dessus. Heureusement qu'on n'a pas d'entrecorne plus large. Donc 300 mètres d'étanchéité, résistante à plus que ça. On a un verre saphir anti-reflet, bien entendu, et elle possède donc un mouvement 8L35 qui est un mouvement grand Seiko qui n'est pas décoré et qui n'est pas non plus régulé à la grand Seiko. Voilà. On a une précision qui est comprise entre plus ou moins moins 10 et plus 15 secondes. Mais par exemple, si vous avez plus 8 avec cette montre, vous aurez plus 8 à plus ou moins une seconde près dans absolument toutes les positions de la montre. C'est un mouvement de très bonne qualité. C'est juste que c'est un peu frustrant qu'ils ne le règlent pas mieux. Mais moi, c'est quand même une montre qui me plaît vraiment. Donc voilà, on a 26 rubis, 28 800 alternances par heure et 50 heures de réserve de marche sur ce calibre. C'est vraiment un très bon calibre. Perfectible notamment sur le réglage de sa précision. Mais c'est une montre qui me plaît vraiment. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus sur celle-là puisque j'en ai encore deux autres. Mais elle me plaît vraiment. Et là, on est vraiment sur de la vraie plongeuse professionnelle. La quatrième montre de cette sélection, il s'agit de la Tag Heuer Carrera chronographe automatique en 39 mm qui est vendue au prix de 6 500 €. Donc là, on monte encore assez nettement en termes de prix. Donc c'est une montre sur laquelle j'ai eu un véritable coup de cœur quand je l'ai vue la première fois au Watches and Wonders de 2023.
Et j'ai également été fasciné par la pub avec Ryan Gosling. Je crois que c'est la première fois qu'une pub sur une montre m'interpelle autant. Elle est extrêmement bien tournée. Enfin, c'est vraiment un clip hollywoodien en fait, hein. Et au-delà de ça, je trouve que la montre est juste magnifique avec ce verre saphir glass box, hein, c'est-à-dire qu'il fait vraiment boîte, c'est-à-dire qu'il fait vraiment, il enveloppe vraiment entièrement la face avant de la montre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de lunettes en fait sur cette montre et l'échelle tachymétrique est vraiment, qui est par exemple externe sur la Speedmaster. Là, elle est vraiment recouverte par cet immense verre saphir et je trouve que ce design est juste superbe. Quand on regarde vraiment, bon, je vous mettrai des photos à l'écran, mais on a cette lunette tachymétrique. Ensuite, en continu, tout en courbe, on rentre, on creuse dans le cadran, on a donc le chemin de fer, on a ces index posés par-dessus en relief, très très joliment travaillé. Ensuite, on a voilà, cette date à 6 heures qui est très joliment cerclée, alors qui est sur un fond blanc, mais au moins elle est assez lisible. Et puis on a ces jolis compteurs également qui sont à la fois creusés et en même temps où leur périphérie est en relief. Enfin, puis pareil, il y a un très joli travail aussi sur les aiguilles qui rappelle le travail des index. Non, honnêtement, je trouve qu'elle est quand même super belle cette montre, alors que ce soit le cadran mais aussi le boîtier. Wow, gros coup de cœur sur cette montre et elle me plaît vraiment et je la trouve pas si chère que ça. Alors oui, c'est cher pour Tag Heuer, mais quand on voit quand même les composants, quand on voit le travail, le mouvement qu'il y a dedans, quand on compare pardon, notamment à une Speedmaster, alors c'est vrai que l'histoire est peut-être un peu moins intéressante, même si elle a aussi une très belle histoire, mais enfin, sur le papier, elle est quand même impressionnante cette Tag Heuer, hein. D'ailleurs, j'étais pas très Tag Heuer jusqu'à il y a peu de temps, et je trouve que plus ça va, plus Tag Heuer certes monte en gamme, mais sort des choses qui sont quand même très très qualitatives et très très belles, hein. Donc cette montre, on a un diamètre de 39 mm avec un corne-à-corne de 46, ce qui fait qu'elle a une taille très 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 mesurée. On a une épaisseur de 13,9, là encore c'est quand même assez exceptionnel pour une montre chronographe automatique. On a un entre-corne de 20 mm, on a une étanchéité de 100 mètres. Alors là, faites très attention, moi sur un chrono avec des boutons poussoirs qui ne sont pas vissés, qui est marqué 30 mètres, 50, 100 ou 200 mètres, c'est la même histoire, hein. Je ne vais pas dans l'eau avec. C'est-à-dire que par erreur, vous appuyez, je sais pas, en pliant la main, ou vous savez, dans l'océan, les conneries peuvent arriver très vite. Enfin, moi, jamais je prendrais le risque de prendre une montre comme ça dans l'eau, parce que si vous appuyez sur un bouton poussoir, il y a de gros risques que votre montre prenne l'eau, peu importe son étanchéité en fait. Il faut faire attention avec ça. Et voilà, je ne peux pas conseiller d'aller dans l'eau avec des montres à boutons poussoirs non vissés. Donc elle a un verre saphir glass box, donc comme je vous ai dit, qui enveloppe toute la face avant de la montre. Et puis donc elle a un mouvement chronographe manufacturé, donc le TH20-00, qui possède 33 rubis quand même, hein, 28 800 alternances par heure, et on a une réserve de marche de 80 heures. Alors je ne sais pas sa précision, elle n'est pas COSC, mais enfin, je pense que sa précision est tout à fait bonne, hein, quand même à ce prix-là. Donc ouais, non, très très solide les specs aussi du mouvement. Donc vraiment un gros coup de cœur cette montre. Après voilà, c'est quand même un budget, donc c'est pour ça que je peux pas l'acheter comme ça en claquant des doigts. Mais un immense coup de cœur. En ce moment, en plus de ça, je suis très chrono. Donc ouais, non, vraiment, cette montre me plaît beaucoup. Donc la dernière montre de cette sélection, il s'agit d'une Rolex. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la Rolex Air King, mais il faut savoir qu'il y a 3 Rolex qui me font vraiment envie et je ne me suis pas encore décidé sur l'une des 3. Mais voilà, pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de l'Air King, les deux autres étant l'Explo 1 et la Rolex Submariner qui est vraiment l'un de mes Graal horlogers depuis le début de ma passion et même avant. Voilà, donc, mais la Air King, plus ça va, plus elle me plaît parce que c'est une montre de pilote qui rend hommage, son histoire est assez intéressante. C'est une montre aussi beaucoup plus confidentielle que la Submariner, mais même par rapport à l'Explorer 1. Et je trouve que la dernière version de la Air King, c'est vraiment une montre de pilote pour le coup. Je l'apprécie beaucoup également pour les améliorations qu'elle a par rapport à la précédente.
notamment au niveau de la finesse. Donc on a le fameux boîtier Oyster, on a des dimensions très contenues avec une belle finesse, on a le bracelet Oyster également. Enfin voilà, on a tout l'ADN Rolex avec ce cadran un petit peu différent des montres les plus connues de la marque, avec le Rolex en vert et la couronne en jaune, et également la trotteuse en verte. Mais j'aime bien, c'est une montre qui a une belle histoire, la Air King. Alors son design a énormément évolué depuis le début, mais elle a une belle histoire. Elle rend hommage aux pionniers de l'aviation, en tout cas pas forcément aux premiers pionniers, mais aux aviateurs des années 30, notamment qui portaient des Rolex Oyster, et notamment au premier survol de l'Everest où le pilote portait une Oyster, il me semble. Enfin ça c'est ce que dit Rolex, je n'étais pas là pour vérifier. Et ensuite aussi, quand elle a été lancée en 1945, c'était une volonté de Hans Wilsdorf de rendre hommage aux aviateurs britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Voilà un petit peu pour l'Air King. Bien entendu, il y a plus de choses à dire. Si je l'achète, quand je ferai la vidéo de review, j'en dirai bien plus que ça. Mais déjà, voilà, c'est des choses qui me plaisent. Et puis son design me plaît aussi. Et j'aime beaucoup, donc, comme je vous ai dit, le côté confidentiel. Au niveau des dimensions, donc on est... alors, je n'ai pas dit, mais elle est celle-ci vendue au prix de 7 350 €. Donc ça reste, alors c'est très cher bien entendu, mais ça reste encore atteignable. Alors que moi, vraiment psychologiquement, 10 000 €, c'est vraiment la barrière haute. Et la Submariner s'en rapproche très fortement de base. Et en version date, elle les a déjà dépassées, ce qui m'embête très fortement. Bien entendu, elle est en acier Oyster Steel, donc le 904L. Elle a un diamètre de 40 mm, un corne à corne de 47,5 mm. On a une épaisseur de 11,6 mm et ça c'est le gros point fort par rapport à la précédente génération qui faisait plus de 13 mm avec la cage en fer doux. On a un entrecorne de 20 ou 21 mm, je ne sais plus, il y a une petite subtilité là-dessus. On a une étanchéité de 100 mètres, ce qui est bien, voilà, 100 mètres avec une couronne vissée chez Rolex, c'est tout à fait confortable. On a un verre saphir, on a le mouvement manufacture Rolex 3230 avec 31 rubis, c'est énorme. Mais bon, ça permet d'avoir moins d'usure sur les pièces en mouvement, donc ça c'est cool. On a un mouvement qui bat à 28 800 alternances par heure et une réserve de marche de 70 heures et bien entendu une précision superlative chronomètre de plus ou moins 2 secondes par jour, ce qui est tout à fait exceptionnel. Cette façon qu'a Rolex de travailler la précision et de certifier un moins de 2 plus 2, c'est exceptionnel. Voilà un petit peu pour cette sélection de montres. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est les montres qui me donnent envie et que je suis susceptible d'acheter dans un futur relativement proche. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, portez bien vos montres. Moi, je porte ma Tudor Black Bay 58 Navy Blue que j'adore. D'ailleurs, elle a à peu près les mêmes dimensions que la plupart des montres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et c'est des dimensions que je trouve absolument parfaites pour mon poignet de 18,5. Là, je pense que mon poignet fait plutôt 18 parce que là, il fait beaucoup plus frais ces derniers jours. Il fait 15 degrés là, je crois. Et du coup, il va falloir que je resserre un micro-réglage. Voilà, allez, ciao tout le monde.